Certains habitants de notre planète semblent dotés de super pouvoirs qui leur permettent de repousser toujours plus loin les limites du corps humain. Je me demande comment fonctionnent ces aptitudes exceptionnelles et surtout si nous serions tous capables de tels exploits. Je m'appelle Arnaud Tortel. Je suis préparateur sportif et kinésithérapeute depuis plus de 20 ans. J'ai décidé d'aller percer les mystères de ces athlètes de l'extrême, afin de découvrir si en chacun de nous sommeille aussi un super-héros. Alain Robert, l'homme araignée. Il est connu pour avoir escaladé sans corde les plus hauts gratte-ciel de la planète depuis plus de 20 ans. Paris, Chicago, New York, Sydney, Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur et Dubaï. Je vais découvrir ce qui pousse cet homme à monter toujours plus haut au mépris du danger. Ici, on est dans les gorges du Verdon, hein, la mecque de l'escalade des années 80. Je connais les gorges depuis 78, donc si tu veux, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est vrai que les tiacs sont adaptés. Bah, c'est... J'ai de la gomme quand même dessous. Ah, tu vois là, ce pilier là. Ouf. Ah oui. Ça c'est l'ange et ça je l'ai fait à la montée et à la descente. Je l'ai gravi, je sais pas, une quinzaine de fois. Montée, descente. En solo, ouais. Là, ça avance là. Je te tiens. Je te lâche, je te lâche. Je préfère me tenir. Tu vois la traînée jaune. C'est magnifique. On en prend plein les mirettes là. Parce que là, on a une falaise qui fait 250 à 300 mètres de hauteur. Ensuite, si on descend jusqu'à la rivière, le Verdon, il faut rajouter à nouveau 100-150 mètres de dénivelé. Donc finalement, le feeling, quand tu es en train de grimper sur les parois, c'est plus 300 à 350 mètres de vide que 200. Mais monter en solo dans le Verdon, à l'heure actuelle, tu es un des derniers. Là, les gens grimpent en cordée. Ils ne cèdent pas physiquement de la corde, simplement en cas de chute. Et puis après, il y a le solo, qui est une discipline complètement à part, qui est très, très marginale. Et là, dans le monde, on compte sur les doigts de la main les gens qui ont gravi ce niveau de difficulté. Moi, je commençais à grimper à l'âge de 11 ans. Et puis, j'étais avec un pote, Pierre Jamet, et puis lui aussi, il était un petit peu fou, donc tous les deux, on se lançait des défis. Et puis, très souvent, on grimpait comme ça, sans corde. Ou alors, on était encordé, mais on ne s'assurait pas. Ça voulait dire que si on avait un des deux qui chutait, au lieu qu'il y en ait un seul qui se tue, on était deux à se tuer. Quand t'es gamin, t'as aucune responsabilité, t'as pas une femme, t'as pas d'enfant, t'as rien, t'es libre comme le vent. Donc tu peux vivre comme un clochard des falaises. Pourquoi tu as voulu t'affranchir des cordes? Où tu bénéficies de beaucoup plus de liberté, où la faute, c'est la punition suprême, c'est la mort. Dans l'escalade comme ça, pratiquée en solitaire, je voyais beaucoup de bravoure. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que dans les grandes parois en montagne, le niveau il n'était pas très relevé. Et du coup, par exemple, moi, ce que je gravissais en solo déjà il y a 30 ans en arrière, c'était déjà extraordinaire. Simplement, on n'avait pas de point de référence. Plusieurs voies d'escalade ont été équipées de pitons solidement plantés dans la falaise. Alain est l'un des rares au monde à pouvoir s'affranchir de cette sécurité. Il monte sans corde. Il réussit même l'exploit de passer d'une voie à l'autre, quitte à désescalader sur des dizaines de mètres. Il danse véritablement sur la paroi. Mais en 1982, tout s'arrête. L'année des accidents. Première fois, c'est une escalade en moulinette, friction corde sur une autre corde.
Ça a brûlé et donc la sanction a été immédiate. 15 mètres de chute, mauvaise réception, pas mal de fractures. Et 8 mois plus tard, alors que je m'étais réparé, j'avais été opéré 5-6 fois, j'ai à nouveau un très grave accident. Je chute en rappel. Je suis au sommet de la falaise, je me penche pour descendre et le point d'ancrage a sauté. Donc là, je me retourne à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Et puis je tombe de plus de 15 mètres de hauteur et la réception se fait sur les poignets en avant sur du rocher. Donc les poignets ont été pulvérisés. Puis surtout, j'ai eu une grosse fracture du crâne avec un œdème cérébral. Et puis plus tard, j'ai commencé à développer des problèmes de vertige, d'oreille interne. Attends, je regarde un petit truc. Ah, je te rappelle que t'es en TIAG. J'avais 66% de validité. Mais d'un autre côté, moi, c'est juste un chiffre, hein. Je m'en foutais un petit peu. L'essentiel pour moi, je savais que je recommencerais à grimper. Alain, le principal handicap que tu as pour la grimpe, c'est quand même tes mains, tes poignets. Et du coup, tout change, puisque les muscles ne sont pas exactement là, au même endroit. Montre-moi d'ailleurs tes poignets. Attends, j'enlève ma veste parce que je vais te montrer un petit peu plus, tu comprendras mieux. On parle d'une arthrodèse, donc c'est bloqué. Si je veux avoir une pronation ou une supination, je peux juste me l'offrir grâce à la rotation de l'articulation de l'épaule. Remets-toi droit. Donc du coup, je peux effectivement mettre à plat et mettre à plat. Et chez toi, là, t'es à bloc. Et là, t'es à bloc. C'est quand même hyper important d'avoir ce mouvement pour grimper. Ben, même si je voulais faire la manche, je suis obligé de me mettre comme ça. Si vraiment j'ai pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas d'autre prise, je fais quand même des inversés. Mais c'est plus compliqué, oui, c'est douloureux parce que je vais au-delà de mes amplitudes. Donc c'est là, je force. C'est un petit peu comme si tu essayais de faire le grand écart et que tu tires le mec pour qu'il fasse le grand écart à tout prix. Par contre, de serrer les doigts, là, j'ai vraiment pas de poigne du tout. Ce qui fait qu'en fait, les 3/4 des prises, il faut que tu te débrouilles d'être entendu. Toujours entendu, voilà. Les gens, sur une toute petite prise comme ça, ils vont faire de l'arqué, c'est-à-dire qu'ils vont mettre comme ça les doigts. Moi, je peux pas, j'ai aucune force, donc je vais être entendu. Et c'est vrai que s'il fait froid, ça tient. D'accord. Le nerf a été sectionné, on voit bien l'opération. Ce qui fait que tu as tous ces doigts, les 2 derniers doigts qui sont... qui fonctionnent quasiment pas. Et peu sensibles? Peu sensibles. Peu sensibles, ouais. Ce qui fait qu'au niveau de la flexion, il te reste... Ouais, là encore, même... Ouais, c'est vrai que t'as pas d'accroche sur le dernier, quoi. Le dernier, c'est pas bien. Par contre, là, c'est fort, quoi. Du coup, non seulement les prises, il va falloir s'accrocher, mais en plus, tu peux pas toutes les prendre de la même manière. Enfin, toutes les prendre de manière juste. Ce qui est frustrant aussi, c'est même la sensation. Parce que n'ayant pas beaucoup de sensations sur ces 2 doigts-là, c'est juste du feeling, c'est-à-dire je suppose que ça tient, donc ça va tenir. C'est pas je sais que ça tient, parce que je le sens pas. Donc comment t'es remonté à haut niveau Moi, en fait, pour faire très court, j'ai quasiment rien surmonté, hein. Je grimpe avec des poignées de merde, voilà, et j'utilise ce qui reste. Et bon, on ne parle pas du vertige, hein. J'ai eu, à force de nombreux traumatismes crâniens, de coma, de fractures du crâne, j'ai commencé à développer des problèmes au niveau de l'oreille interne gauche et des osselets en particulier. Ça se traduit par un sens de l'équilibre qui n'est pas brillant. Le professeur Fresque, c'était le numéro 1 spécialiste du vertige en Europe, me conseillait de stopper urgemment l'activité escalade, a fortiori sans corde. J'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose de grand. Je ne savais pas que ça allait changer à ce point-là ma vie, mais c'est vrai que j'ai fait de ce qui était une faiblesse, j'en ai fait une force. Alors aujourd'hui, en fait, je vais grimper à nouveau la tour Montparnasse. Et je le fais en fait en solidarité par rapport à ce qui vient de se passer au Népal. Donc il y a eu un très grave tremblement de terre, on parle déjà de 5000 morts.
Et donc, moi, je peux véhiculer un message très fort et apporter mon soutien et ma solidarité aux Népalais. Là, on est à quelques minutes de grimper la tour. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Je compte davantage sur mon savoir-faire, sur mes capacités, cette capacité mentale d'être concentré pendant mon ascension, de savoir exactement ce que je fais et de savoir qu'en fait, la seule option envisageable pour moi, elle est au sommet. Depuis ce matin, j'attends. Donc là, maintenant, c'est l'heure, quoi. Juste être, tu vois, bien concentré et puis ça va faire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon, avant l'ascension, c'est toujours comme ça. Tout le côté peur qu'on peut avoir avant une ascension, parce que malgré tout, il y a quand même potentiellement toujours peut-être la mort au bout. Après tout ça, c'est évacué et puis je me bagarre quoi, pour aller jusqu'en haut. Vigipéra t'oblige, tu n'as pas pu t'approcher de la tour, regarder. Ouais, la dernière fois, c'était il y a 11 ans en arrière, donc j'aurais bien aimé refaire un petit essai. Tu vois, je suis venu avec plusieurs paires de chaussons, et puis c'est un petit peu au pif que j'en ai choisi une paire. Bon, apparemment, ça a l'air de... Je pense que ça va aller, mais bon, c'est vrai que idéalement, j'aurais bien aimé faire un petit essai hier soir. Ouais, je comprends. Ouais, donc ça fait un peu chier. Je sais qu'au moment où je vais agripper la structure, toutes les peurs parasites, elles vont disparaître et puis après, c'est vraiment place à l'action. Il a déposé un drapeau népalais et des drapeaux de prière qu'il va déposer à peu près tous les 50 mètres. Ça, c'est typiquement une pose incroyable. Il se pose contre la paroi avec son corps, il s'appuie sur son épaule. On ne se rend pas compte de l'effort, en fait. L'effort, il est colossal. Et ça repart. Et il fait ça souvent, Stéphane? Pourquoi on met pas des matelas en dessous, là? Donnez-lui à boire. Ça va, Alain? Ça va aller? Et vous m'avez pris, je lui ai donné la bouteille quand même. Beaucoup des ascensions d'Alain sont illégales et comme souvent, il est emmené au poste de police. Bon, c'était super. Alors? Bon, et ben, là, ils ont quand même retenu un petit truc. Ils ont retenu mise en danger d'autrui. Ouais. Donc là, ils m'ont pris mes empreintes, tout ça. Mais bon, ça sautera. Bon, moi, j'ai T'as froid? Ouais. Allez, je me cague, tu on y vois. va. L'ascension, c'était une vraie galère, en fait. Hein. Je me suis... si tu veux, dès que j'ai attaqué les premiers mouvements, je me suis rendu compte que mes pieds tenaient pas très bien.
J'ai vraiment dépensé une énergie physique, musculaire, comme rarement. Et du coup, après 30-40 mètres d'escalade, j'étais complètement déshydraté, vidé. J'avais même pas une goutte de salive. Quand t'es arrivé au 47e étage, Il y avait quelqu'un, je voyais quelque chose 10-15 mètres au-dessus de moi. Et puis j'ai dit j'ai soif, j'ai soif. Et puis j'ai entendu Claude qui m'a répondu. Il y a des moments où dans ma tête je me disais j'essaye mais bon, j'étais pas sûr d'arriver en vie, hein, vraiment, vraiment pas. Tu sais quand tu arrives au sommet, tu l'as gagné ta putain de vie. t'es passé un peu à la limite. Ouais. Qu'est-ce que t'en retires en fait? Quand tu es près de la mort, tu te sens davantage en vie. J'ai jamais oublié cette phrase de Messner qui dit plus la peur est grande, plus le plaisir est grand. Et en fait, t'es vraiment là-dedans. C'est que tu veux, si ça avait été rando, tout ça, bon, en matière de satisfaction, c'est juste, ah, j'ai refait mon Parnasse, mais c'est de la rando. Là, pas du tout. Donc je me suis battu pour rester en vie. Et ça, c'est bien. Ça, c'est fort. Bon, maintenant, je peux le dire avec le sourire parce que c'est derrière, mais c'est vrai que c'est extraordinaire après. Comme, tu sais, t'as l'impression de faire du rap, quoi. Quand Alain ne gravit pas Montparnasse, son autre lieu favori est la Défense, à l'ouest de Paris. En 2012, il grimpe pour la première fois la Tour First, le plus haut gratte-ciel de France. Donc là, on est monté en altitude. C'est vraiment ton terrain de jeu, du coup. Toutes ces tours, tu les as grimpées. Bon, j'ai grimpé celle-là, là où on est, la First. J'ai grimpé la Grande Noire, la Areva, Total. Puis derrière, il y en a plein là, que j'ai faites. Il y en a 4 que j'ai faites, mais on les voit pas d'ici. Qui me fout les jetons. Est-ce que tu prends du plaisir, là, par exemple, à passer de l'autre côté et à aller te balader sur cette paroi? C'est vrai qu'il y a un certain plaisir de se sentir à l'aise dans des endroits où normalement les êtres humains ne se sentent pas à l'aise. Ça, t'as grimpé. Bon, il y a 20 ans. Un de ces 4 fleurs aux fraises, c'est une belle tour, ça. Que je te montre vite fait. Fais voir au départ, ouais, comment tu décolles là-dessus? C'est une fissure, il faut coincer les mains et tu prends ça comme ça et tu verrouilles, tac, 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 tac. En fait, le verrou, mais là, c'est vachement coupant. C'est-à-dire que tu places ton chausson et tu le bloques, quoi. Ouais. Le problème d'une tour comme ça, c'est que si tu veux, les horizontales sont très mauvaises et en fait, t'en profites pas. Donc du coup, quand tu commences à grimper, t'es parti pour 190 mètres d'escalade non-stop. Il faut que t'ailles pas trop vite. T'as pas vraiment d'arrêt, quoi. Et pas trop doucement. Et c'est vachement éprouvant. Hein. Ça, je veux bien croire. D'ailleurs, j'avais hésité entre refaire Montparnasse et refaire celle-là. Ah oui, d'accord. Mais c'est vachement plus dur que Montparnasse, non? Ouais. Ça me semble, hein. C'est plus dur, c'est plus dur. On va aller voir celle-là. Là-bas derrière? Ouais, celle-là, ouais, Manhattan. C'est sympa. Elle rentre à peine, mes mains. Tu rentres pas grand-chose et puis surtout, les pieds rentrent très peu, quoi. Tu rentres juste là, vraiment le bout de la pointe, puis bon, c'est crevant. Et du coup, tu tiens que sur le bout des phalanges, là. Voilà, parce qu'en fait, ça rentre à l'intérieur et tu rentres une phalange, quoi. Une phalange et du coup, t'es forcément déporté. Ah, mais là, t'es en arrière tout le temps. Hein. Parce que du coup, c'est en appui, quoi. Le système, c'est que tu fais une opposition. Oh, incroyable. La chance, c'est que ça fait que 100 mètres. Voilà, c'est bien ça. Imagine Burj Khalifa comme ça. Alors, c'est incroyable. C'est une des plus techniques, ça. Non, elle est normale, celle-là. Ah oui. Je t'en montrais des mieux que ça. Ça m'impressionne. Du Donc, coup, Ariane, tu l'as faite combien de fois, celle-là? 2 fois, Ariane. Donc, on est sur la même technique.
Sauf que tu peux vraiment t'arrêter à chaque... Chaque étage, t'as quand même aussi une verticale, donc c'est assez rando, ça. J'ai grimpé, par exemple, la tour Ariane, il y avait 200, 300 personnes à la base. Ils travaillent dans une même tour, mais bon, ils se sont croisés dans des ascenseurs, mais voilà, ils se connaissent pas. Ce jour-là, ils se Et parlent. là, pendant 1 heure ou 45 minutes que va durer une ascension, ben, ces gens-là, ils sont comme des fous, ils rigolent et puis ils partagent. Ouais, c'est un spectacle de rue. Free entertainment. Total, en fait, c'est vraiment pour moi une des plus belles, une des plus jolies tours de la Défense, même si elle n'est pas très compliquée, hein, je l'ai gravie 6 fois. En 2002, j'ai démarré par là, et je l'ai gravi en diagonale et en spirale jusqu'en haut. J'avais calculé, bon, comme ça, hein, j'en suis pas très sûr, mais à peu près 600 mètres d'escalade. Et là, je me suis promis, quelque part, c'est un peu un challenge à long terme, c'est qu'à l'âge de 60 ans, je reviendrai la grimper. Quand c'est l'heure de la retraite, il faut que je vienne me faire un petit plaisir sur la tour Totale. On continue? À la Défense, le seul échec d'Alain, c'est la Grande Arche. L'assemblage irrégulier des plaques de marbre et de granit ne laisse pas d'espace pour s'accrocher. Bloqué en pleine ascension, il doit attendre les pompiers pour redescendre. Alain découvre son premier building en 1994 à Chicago. Mais son addiction au gratte-ciel démarre véritablement en 1999 avec la Sears Tower. J'avais jamais encore grimpé de gratte-ciel de 450 mètres de hauteur. Et je me disais, je ne dois pas avoir la résistance suffisante pour faire un truc comme ça. Donc je me suis entraîné spécifiquement. Je suis retourné à Chicago à nouveau, essayer, commencer un petit peu à apprivoiser la structure. À l'époque, c'était nouveau, une verticale absolue de presque un demi-kilomètre de hauteur. J'avais jamais ressenti un vide aussi impressionnant. Donc il fallait que j'arrive à apprivoiser, à comprendre la structure et puis ensuite la faire. Les Tours Petronas, c'était assez exceptionnel. D'abord, c'est une longue histoire, c'est 12 ans, 3 tentatives et la 3e qui a réussi. Mon ambition, c'était d'aller simplement au dernier étage. Et puis, arrivé au 88e, je me suis dit, mais je vais quand même essayer. En me disant, bon, à partir de là, tout ce que tu fais vers le haut, il faudra que tu le fasses vers le bas. Il y a un mât qui fait une 50aine de mètres de hauteur et à la fin, il y a une petite sphère toute ronde qui est assez compliquée à passer. D'ailleurs, j'ai failli abdiquer. Et puis quand même, je me suis dit, ça fait quand même chier, je ne vais pas abandonner comme ça à 2 mètres du sommet. Et puis voilà, puis j'ai donné un petit coup de rein et puis je suis passé. De structure en structure, tu es monté, je dirais, de plus en plus haut jusqu'à arriver au sommet de la Burj Khalifa. Comment ça s'est passé? À partir d'un certain moment, c'est vrai que j'ai eu aussi un petit peu l'obsession, comme des mecs qui font les 8000. J'avais grimpé Taipei 101, qui était l'ancienne plus haute tour du monde, les Petronas, qui était l'ancienne plus haute tour du monde, et pareil pour la Sears. Et puis d'un seul coup, il y avait ce building à Dubaï, Burj Khalifa, et là, carrément, ils avaient doublé la mise. 828 mètres. Finalement, tu as tout grimpé, tu as grimpé ce qu'il y a de plus haut. Il y a des tas de choses que j'aimerais encore faire, mais après, il y a la complexité des autorisations. Sinon, il y a la complexité de continuer à grimper illégalement. En ayant été arrêté à peu près 120 ou 130 fois sur la planète, il y a des pays où c'est compliqué. Et du coup, tu as connu quand même beaucoup de prisons dans le monde. Il n'y a pas de traitement de faveur pour Alain Robert. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré des gens étonnants en prison. Hein. Je me souviens à San Francisco, j'étais devenu pote avec tous les caïds parce qu'en fait, j'arrivais à faire à l'époque 80 pompes d'un bras. Donc, là, les mecs s'étaient circulés et du coup, j'étais devenu un peu la mascotte. Donc ça, c'est le côté sympathique de la prison. Régulièrement, Alain va se ressourcer dans les spectaculaires falaises du Verdon, les premières qu'il a gravies en solo.
C'est une chance inouïe d'avoir traversé 4 décennies en faisant de l'escalade. Est-ce que tu as peur de mourir? Ouais, alors j'ai peur de mourir, mais bon, apparemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que je m'y prends pas de la meilleure façon quand on a peur de mourir. Mais bon, ça fait partie des anecdotes, des paradoxes de la vie. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde d'Alain Robert? Un mec farfelu, sûrement. Mais un mec qui a vécu, vraiment, qui a vécu la vie qu'il souhaitait vivre. L'essentiel, c'est ça. Hein. Je pense que s'il y a juste alors une phrase à retenir, c'est de croire en soi-même. Et là, tu y es, tu as toute la recette.